Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hydroxychloroquine? Il y a deux choses à voir dedans. Donc, il a semblé, depuis le début, qu'il fallait absolument... Le problème de l'hydroxychloroquine, c'est que ça empêchait le développement du remdesivir, qui est le médicament de Gilead. Alors, pour vous mettre en phase, ce médicament est un médicament qui avait été mis au point pour traiter des infections virales et qui déjà avait été testé sur Ebola, dans des études non randomisées, hein, bien sûr, c'était pas, à l'époque, c'était pas la mode, et qui ne marchait pas. Donc on a dit, tiens, on va le recycler, là, c'est pas moi, hein, on l'a recyclé. D'ailleurs, moi, la première réunion que j'ai eue avec le conseil scientifique, il n'y avait qu'une chose à la bouche, et il faut essayer de tester le remdesivir. Très bien. Qui avait déjà commencé à être testé, puisque j'ai observé, puisque j'ai vu la discussion entre le directeur de Gilead et Yazdan Pada, qui se tutoyaient en se disant, tiens, je t'ai le remdesivir. Alors bien sûr, ça venait d'insuffisance rénale, mais ça on le savait. Donc devant moi, devant le président de la République. Donc je vois bien que c'était l'objectif. C'est comme ça que ça s'est passé. Si quelqu'un veut m'accuser de témoignage, je lui souhaite bonne chance. Donc moi j'ai essayé d'introduire ce qu'avaient fait les Chinois. Les seules données qu'on avait, c'est l'hydroxychloroquine, c'est pas moi. Après, que les gens aient essayé de faire croire que je peux avoir des rapports de conflit d'intérêts avec Sanofi, qui, au contraire, avec qui j'ai les plus grandes difficultés pour avoir l'acheminement de médicaments, c'est pas raisonnable. Et puis il n'y a qu'à regarder, il y a des... Mon ami Marananki, sous les recommandations de Xavier Bertrand, a fait des déclarations de transparence que vous avez entièrement, vous n'avez qu'à les regarder. D'accord. Mais cette affaire a fait soulever incontestablement cette espèce de fanatisme pro-Gilead et pro-remdesivir, a fait soulever incontestablement des questions de savoir pourquoi est-ce que tout le monde veut faire du Gilead. Ça a amené à voir que le nombre de gens qui avaient reçu l'argent en nature ou en argent par Gilead est considérable. Moi c'est pareil, à peine ai-je parlé de l'hydroxychloroquine qu'un collègue m'a téléphoné la nuit, je finis par identifier que c'était, de manière anonyme, pour me menacer du pire si je ne retirais pas que l'hydroxychloroquine pouvait marcher avant le lundi à 8h du matin. Et donc après, je me suis rendu compte que c'est lui qui recevait le plus d'argent de Gilead. Alors peut-être que tout ça sont des coïncidences en France, hein, donc peut-être que tout ça sont des coïncidences. Mais oui, c'est des coïncidences, moi je ne suis pas complotiste, hein, mais c'est des coïncidences qui finissent par être troublantes. Donc il y a quand même un rôle là... dont je ne connais pas exactement l'importance, dont il faudrait bien que le pays se préoccupe et faire appliquer les lois, et que dans les temps à venir, le pays se préoccupe de faire des lois qui soient aussi rigides pour les praticiens qu'elles le sont pour les hommes politiques, par exemple, pour lesquels on a régulé ça. D'accord ? Et donc, on voit que les conséquences de ça sont une colère considérable. Beaucoup de gens qui sont, d'ailleurs, des collègues qui sont en colère contre moi, sont dans cette situation, qui est facile à regarder hein, sur Eurofordoc, de gens qui ont reçu, y compris cette société, la Société de pathologie de l'âme infectieuse française, qui est subventionnée de manière très très élevée par Gilead. Et vous savez, ceux qui disent « Oh non, non, mais c'est juste de la bienveillance », tout ça, ils oublient cette réflexion de Milton Friedman, qui est un prix Nobel d'économie, qui dit « Il n'y a pas de repas gratuit. Ne croyez jamais que quelqu'un qui vous invite à dîner n'a rien à vous demander en échange. » C'est pas vrai. Alors quand là, c'est pas vous inviter à dîner, mais c'est vous donner des sommes pareilles, c'est qu'il attend quelque chose en échange, et il l'a eu. Parce que quand même, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues dans ma vie, pour faire un film d'horreur. C'est que, vous voyez, ça, c'est un papier de Science du 23 octobre. C'est un journal américain, c'est le meilleur journal scientifique américain. Ils ne sont pas suspects quand même de ne pas aimer les produits américains. Et donc ils disent, voilà, tous ces essais étaient très très importants. Tous ces essais, on sait depuis février que ça ne marche pas, le remdesivir. Mais là, c'est octobre. Hein. Ils disent, voilà, tous ces essais sont très importants parce qu'ils ont enfin montré que le remdesivir ne marchait pas quand même. Hein. Donc ça, c'est en octobre. Et en octobre, le même mois, la Commission européenne achète pour 1 milliard de remdesivir. On sait que ça ne marche pas. Et le remdesivir, pour mettre ça en perspective, c'est un produit qu'on donne par voie intraveineuse. Les voies intraveineuses pendant 10 jours, d'accord, ça donne au moins 5% de complications graves. Thrombose, peut-être encore plus dans cette maladie dans laquelle on a des troubles de la coagulation, septicémie. Alors, on ne fait pas une perfusion pour rien. La perfusion, c'est un acte agressif, en particulier si on ne fait pas une perfusion d'une demi-heure, on fait une perfusion pendant 10 jours, c'est un acte agressif. D'ailleurs, il y a une véritable question qu'on va poser au comité d'éthique, c'est est-ce qu'il est éthique de faire des placebos par perfusion, c'est-à-dire de mettre à quelqu'un une perfusion alors qu'on sait qu'il n'y a rien dedans,
et qu'il prend des risques alors qu'il n'a aucun bénéfice à en tirer. C'est très grave de faire ça, puisqu'on sait que c'est dangereux. Et d'ailleurs, quand on regarde l'étude du New England qui disait que le remdesivir était un médicament merveilleux parce qu'il diminuait le temps d'hospitalisation, on voit qu'il y a 10% des gens qui avaient un placebo qui avaient des effets secondaires graves qui ont dû faire interrompre le traitement. Et donc, si le placebo avait été une pilule de talc, vous auriez 0 effet secondaire grave qui aurait fait arrêter le traitement. Donc ça veut dire qu'on a pris la responsabilité de perfuser des gens avec quelque chose dans lequel il n'y avait rien, mais le risque, simplement pour faire un essai, alors que vous n'auriez pas mis de perfusion du tout, pas mis de placebo du tout. Si vous mesurez juste la mort ou la charge virale, vous n'avez pas besoin de simulacre. Ce n'est pas des choses que les placebos modifient. C'est juste de l'adhésion à une espèce de mécanisme automatique qui a été imposé au fur et à mesure par l'industrie pharmaceutique. Et maintenant, juste après que tout le monde se soit mis d'accord sur le fait que le remdesivir ne sert à rien, eh bien, on reçoit du ministère de la Santé, du directeur général de la Santé, une lettre qui nous dit maintenant, vous pouvez utiliser le remdesivir quand vous voulez, c'est gratuit, on en a tant que vous voulez, vous pouvez donc mettre des perfusions pendant 10 jours avec un produit qui ne sert à rien et qu'on a acheté. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, qui est un médicament que 2 milliards de personnes ont pris dans leur vie et qui n'a pas donné d'effets secondaires, à part essentiellement des problèmes oculaires quand on prend ça pendant plus d'un an. Donc, si vous voulez, il y a quand même là un problème de fond, qui est la raison pour laquelle nous, on a porté plainte, et puis j'irai jusqu'au bout. Il y a un autre problème que je veux comprendre, c'est pourquoi l'ANSM n'a pas donné l'autorisation de poursuivre l'essai Discovery qui avait été commencé, pour lequel l'INSERM recommandait qu'on reprenne l'essai Discovery, mais j'ai les documents qui montrent ça, alors qu'on avait compris qu'il n'y avait aucune toxicité. Donc, il y a un vrai problème de l'obsession du remdesivir qui a tourné une contre-obsession contre l'hydroxychloroquine et qui, nous, encore une fois, on a traité, je ne sais pas combien, maintenant, 10 000 personnes avec l'hydroxychloroquine, rien vu du tout. Enfin, on le savait, il y a 2 milliards de gens avaient pris ça. Moi, j'ai pris la chloroquine quand j'étais petit en Afrique. Si d'ailleurs une espèce d'un de mes collègues dit c'est affreux, j'ai convaincu les Africains de prendre de l'hydroxychloroquine. Les Africains, d'abord, c'est honteux de penser que les Africains ne pensent pas par eux-mêmes. C'est les gens. Celui qui a dit ça n'a pas le niveau de Muyumbe, qui a à la fois éradiqué la variole dans son pays, découvert Ebola, qui maintenant est en prise, en lutte avec, parmi les plus grandes épidémies, le choléra, Ebola, qui est une star de la science mondiale. Il n'est pas du niveau de Mboup, qui a participé à la découverte et à la prise en charge de l'infection par HIV2 au Sénégal. Il n'a pas le niveau de publication de Cher Sortna, qui fait partie de notre unité au Sénégal. Donc cette vision-là, c'est une vision de Tintin au Congo. Là, non, mais il faut arrêter. C'est pas Tintin au Congo, c'est fini, c'est une autre époque, ça, c'est les années 20, c'est fini. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire, écoutez, les Africains ne sont pas capables de décider par eux-mêmes, c'est Didier Raoult qui est... Je ne suis pas Tintin, et on n'est plus à Tintin au Congo. Là. Du Pasteur de Dakar nous informait que l'expérience du Sénégal prouvait l'efficacité du traitement du professeur Raoult. Il est... Là encore, je vous cite son nom. Et il a parlé partout. C'est le budget placebo du Sénégal. C'est génial. C'est génial. Mais ça vous interpelle pas? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ça vous interpelle pas? Il y a deux questions. Moi, vous avez un avis? Moi, je dis... Non, je n'ai pas d'avis. Mais vous ne laissez aucune... Mais parce qu'il n'y en a pas, là. C'est comme si vous dites 2 et 2 font 5. Il n'y en a pas, là. Donc les Africains, ils se foutent de nous parce que les Africains, ils utilisent l'hydroxychloroquine comme tous les pays tropicaux et la chloroquine et ses dérivés depuis des décennies. Quand on leur dit c'est un médicament qui, en 10 jours, 10% des gens qui le prennent, ils rigolent, mais alors ils rigolent comme des fous. Hein. Donc il faut faire attention, là encore, pas se laisser emporter par ces folies, là, ces passions, et rester à un niveau raisonnable, parce qu'on a dépassé là, les niveaux raisonnables, et là encore, une fois, à partir du moment où moi je suis mis en cause de manière nominale, bien sûr je porterai plainte, et vous savez, ces plaintes dureront le temps qu'elles dureront. Et ça, c'est vraiment des phénomènes qui sont à la fois racistes et diffamatoires, enfin, qui ne sont pas acceptables. C'est absolument pas acceptable. Donc voilà où on en est. Il y a, encore une fois, je confirme, quoi que disent un certain nombre de journalistes mal informés, qu'il y a à peu près 4,5 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels c'est recommandé
ou accepter de traiter le Covid par de l'hydroxychloroquine, et qui ne sont pas plus bêtes que nous. Il faut arrêter, c'est du racisme brutal. Il faut arrêter. Et que d'autre part, il y a plus de 100 études qui ont été publiées actuellement sur l'hydroxychloroquine, et ça continue. Nous, notre dernière étude publiée, celle sur les EHPAD, où on montre qu'on diminue la mortalité par 2 en les traitant par hydroxychloroquine plus azithromycine. On passe de 27% à 13% de mortalité. C'est publié, c'est online, tout le monde peut y accéder. Donc il faut arrêter les gens qui ne publient pas. Je suis, avec mon équipe, ceux qui publient le plus dans le domaine du Covid-19, de loin. Ceux qui sont derrière nous, l'équipe qui est derrière nous, c'est l'équipe des jeunes de RL qui est très dynamique, parce que cette histoire d'anosmie a bien entendu mobilisé les énergies et qu'ils représentent l'avenir. Ces gens sont jeunes, dynamiques, pleins de jus, et sans a priori, ils sont en train de découvrir une partie de l'atteinte des nerfs olfactifs, ce qui nous permettent de sentir les odeurs, et gustatifs, ce qui nous permettent de reconnaître les goûts. Ils font un travail magnifique et merveilleux. Et ils publient, bien sûr. La science, c'est pas de parler à la télé. La science, c'est de faire des publications dans les meilleurs journaux. Et nous, je peux vous dire, on a publié dans tous les meilleurs journaux de maladies infectieuses. 100%. Donc, il faut arrêter. Il y a ceux qui font de la science, ceux qui, à un moment ou l'autre, s'autorisent ou pensent qu'ils ont une autorité qui les autorise à dire la science, mais la science ne se fait pas comme ça. Ça n'est pas la pratique scientifique, et ça n'est pas le temps scientifique. Le temps scientifique, il est sédimenté par la réalité de la production scientifique vérifiable, et pas autre chose. Et pour finir, de manière à ce que un certain nombre de calomnies qui se diffusent, pas officiellement, parce que je pense que les gens ont raison de se méfier. Bien sûr, nous allons faire ce que la plupart des gens ne font pas, nous allons mettre à disposition pour toutes les équipes scientifiques qui voudront notre première énorme étude sur 3700 personnes pour que les gens puissent aller regarder toutes les données, y compris fouiller des données que nous n'avons pas fouillées, vérifier nos données, parce que bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est que ce que l'on dit soit vrai, parce que le principe de la science, surtout à mon âge, je fais 3500 publications, je ne vais pas m'amuser à faire des publications fausses, je ne vois pas très bien le bénéfice que j'en tirais, c'est idiot. Donc ce qu'on veut, c'est que ce qu'on dit soit vrai et stable dans le temps, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'avenir qui m'intéresse, c'est pas aujourd'hui que les uns et les autres soient en colère, ça m'est égal. Donc, encore une fois, il faut se calmer, il faut revenir à la raison. Il faut laisser la place à la science, de la science aux scientifiques, aux gens qui font de la science, praticiens de la science, la médecine aux praticiens de la médecine, d'accord. Il faut se calmer, il faut ramener tout ça à un niveau de tension qui soit raisonnable, parce que je trouve que les signes que je vois associés maintenant à cet état de tension sont inquiétants. Donc c'est pas l'épidémie, moi, qui m'inquiète, c'est l'état de tension de la société qui est trop stimulé, trop inquiète. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup plus. Je suis beaucoup plus inquiet, pas Mathieu inquiet, qu'il y ait des gens qui commencent à écrire qu'il faut envoyer une voiture bélier pour me tuer, que j'ai peur de mourir de Covid. Donc il faut faire attention, il ne faut pas manipuler trop la peur des gens. Il ne faut pas le faire, c'est très dangereux.